Bien, eh bien merci pour ces deux exposés, ces deux présentations. Donc avant de laisser la parole à la salle et aux questions qui ne manqueront pas de naître, est-ce que les deux présentateurs et présentations souhaitent échanger, peut-être vous, monsieur, sur ce qui a été présenté par, puisque vous avez eu l'avantage tout de même d'avoir découvert la présentation, souhaitez-vous intervenir? Je suis très sensible à une réflexion qui concerne la rétention à terme. Et donc, je pense avoir dit cours ex cathedra, rétention 5%, end zone, rétention 60%, mais quand on les mesure dans le temps, ça chute fort. C'est quelque chose pour lequel il y a pas de parade. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça chez nous? Mais chez nous, on a formé tous les gens à la formation Advanced Life Support. Ça veut dire que quand on réanime dans la garde, on considère que c'est un recyclage aussi. D'accord? Et donc ça, c'était une chose. C'est une réflexion qui concerne le RC et tous les gens qui s'intéressent finalement à la seule chose importante, la survie du patient. Parce que c'est gratter le menton, etc., c'est très intéressant, mais si le patient meurt de toute façon, ce n'est pas intéressant. Donc alors, ils ont demandé aux industriels de fabriquer des machines qui nous donnent des feedbacks immédiats. Non pas pour nous contrôler, mais pour nous donner un feedback immédiat. Si vous avez une ETCO2 et que vous amassez mal votre patient et que vous êtes avec une ETCO2 basse, vous savez ou bien que votre patient il est en train de décliner tout à fait, ou bien que vous massez mal. Il faut peut-être changer le masseur. Si votre fréquence ou votre profondeur n'est pas bonne, il y a des accéléromètres maintenant. Et donc, il existe de la technologie qui va nous aider probablement dans le futur à mieux travailler en flux continu. Tu ne fais pas bien, mais je te le dis immédiatement. Fais mieux ou change. Donc ça, c'était une chose sur laquelle je voulais rebondir. Et je suis sûr qu'il n'y a pas de réponse facile à ça. Et donc, moi, c'était... et maintenant que je vois le 24e congrès du CESU, où en est la survie de vos patients, s'il vous plaît? J'ai une réponse à ça. 1%, moi je veux juste un chiffre. Alors, malheureusement, ça n'est pas une étude, parce qu'on n'en a pas encore la capacité. C'est 1 heure de découverte, grand public. Ce n'est pas une procédure systématisée, c'est vraiment une découverte. On en a fait encore un exemplaire le 18 octobre dernier, 180 personnes formées, 116 personnes fermées, 1 heure. Et puis on a la chance d'avoir dans notre région un registre des arrêts cardiaques. Et puis une cartographie des défibrillateurs installés. Et on se rend compte, on n'a que les chiffres de 2010, je n'ai pas ceux de 2011, que le grand public, quand il a bénéficié d'une information, pas d'une formation, d'une information, comme quoi il a le droit, il est autorisé à, eh ben, il va le chercher et il l'utilise. À sa manière, il n'y a pas eu de procédure, il n'a pas été très fort. 15 défibrillateurs utilisés par le grand public non formé. 3 survies à 1 an. Donc en pourcentage, ça fait pas mal. Si ça se maintient dans le temps, ça voudrait dire quand même que l'information est quand même un peu supérieure à la formation systématisée. Donc en fait, je pense que la réponse ne me convient pas, mais est excellente. Elle ne me convient pas parce qu'elle est partielle. Elle est excellente parce que la seule réponse que j'attendais, c'est la fabrication d'un registre. Tant que nous n'aurons pas des registres, nous ne savons pas où nous mettons notre effort, où nous mettons nos deniers. Or, j'ai cru comprendre que l'Europe va mal, la Chine va bien. Nous aurons moins d'argent dans le futur, beaucoup, beaucoup moins d'argent. Et si nous voulons faire mieux dans la prise en charge de ces patients graves, je pense que nous devons enregistrer pour pouvoir savoir ce qu'on fait. Et donc, pour répondre, je n'ai pas très bien compris, c'est l'enseignement de masse à l'utilisation du DEA ou de la RCP DEA? Non, ce n'est pas une formation, c'est une information. Il y a ce dispositif est facile d'accès, ouvrez-le, servez-vous-en. Point barre. Ok, donc simplement pour vous dire qu'on a une réactivité un peu semblable pour le moment à celle-là dans la province
d'Anvers, comme disent les Belges, et d'Anvers, comme disent les Français, et à Bruxelles, où nous essayons de généraliser l'apprentissage de la RCP de base, de masse, donc sans bouche à bouche, dans les écoles. Et nous fournissons une poupée, ça me coûte 9 € mais je donne une poupée à chaque enfant pour qu'il aille apprendre à papa, maman, grand-papa, grand-maman, avec un CD dans les 2 langues. Et donc, on est en train de revoir ça à la lueur des nouvelles normes. Et donc, j'ai comme défi de former 106 000 enfants chaque année en Belgique pour pouvoir donner cette information de ces premiers moments. Et l'autre chose que nous avons faite dans le sens, là, c'est qu'on s'est dit, mais non d'une pipe, à Bruxelles, 27 ambulances pour 1 million d'habitants. Bruxelles, ça a beau être la capitale de l'Europe, c'est une petite ville de province. Et donc, en fait, il n'y a que 27 ambulances avec 27 défibrillateurs. Et je me suis dit, il m'en faut 10 fois plus. Trouver la solution. Alors, sur ce sujet précis, Pierre, on va dire qu'on n'est pas parti de la même façon et je reviendrai après sur la pédagogie de découverte, mais ça en fait partie, puisque l'idée française, c'est bien de faire en sorte d'intégrer dans les programmes scolaires les gestes d'urgence en fonction du développement psychomoteur de l'enfant. Donc très clairement, maintenant en France, il faut quand même le dire, il y a, selon les départements français, 10 à 60% des promotions d'enfants qui apprennent et qui se construisent par rapport aux gestes d'urgence. Et que toute la question, c'est non seulement le fait qu'il y ait la gestuelle, mais le fait qu'il y ait un pas entre l'intention et l'action. C'est le oser faire. L'idée, et c'était le travail qu'on a fait voilà, sur qu'est-ce qui se passe, et je l'avais présenté ici, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre en arrêt cardiaque. Alors généralement, quand on teste ça sur un mannequin. Donc déjà, il y a tout un biais, et toutes les études qui ont été faites, il y a un biais. Et la deuxième chose, c'est si ce n'est pas un mannequin, qu'est-ce qui va se passer? Quand on a testé notre population d'étudiants en médecine préalablement à toute formation, le oser faire n'est pas du tout évident. Le oser s'approcher d'eux n'est pas évident. Le oser se dire, et il y a eu d'autres travaux qui ont été faits dans les hôpitaux, comme quoi le oser dire qu'il est en arrêt cardiaque, et le oser faire derrière quand on est infirmière et qu'on a un défibrillateur, et qu'on sait qu'on pourrait le faire, mais que le docteur est pas très loin, alors allez, finalement, ce défibrillateur, c'est plutôt un geste médical, et moi, j'ose pas le faire. Et on a tout un travail là-dessus, sur la différence entre l'intention et l'action. Ce que nous disons, en termes de pédagogie de découverte, c'est que si on tient compte de ces représentations, si on tient compte du fait que, oui, c'est vrai, on n'ose pas forcément, si on tient compte de ça et qu'on base notre stratégie pédagogique sur ce que savent les apprenants, mais que surtout ce qu'ils se représentent, on a plus gagné, on va dire, ne serait-ce que sur le oser faire entre l'intention et l'action. C'est pour ça qu'on a travaillé pour que les enfants l'apprennent à l'école, parce que déshabiller quelqu'un, lui mettre un défibrillateur, quand on n'a jamais fait, qu'on est monsieur tout le monde chez le boulanger, c'est pas évident, et c'est pour ça que nos amis d'Annecy ont vraisemblablement géré ça comme non pas quelque chose de standardisé, mais quelque chose de complètement adapté aux citoyens avec une grande simplification. Sur la simplification, on rappelle quand même qu'à un moment, on était, pour faire un massage cardiaque externe, c'est la partie supérieure de la moitié inférieure du sternum, et que tout compte fait, c'est vachement plus facile de dire au milieu de la poitrine. Alors que tous les soignants, tous les médecins l'appliquaient comme ça. Et donc nous, notre idée, c'est plutôt d'aller dans ce sens-là. Alors encore quelques secondes pour que les débatteurs s'expliquent entre eux, et ensuite on passera le micro à la salle. J'avais une question aux partisans de la découverte. Est-ce qu'il y a déjà des évaluations sur le travail en équipe après un enseignement en découverte? Parce que moi, je vois mes infirmières à la sortie de l'ABGSU, elles font les choses justes, mais pas dans l'ordre, et chacune faisant de son côté. Résultat, on perd en efficacité. Par rapport justement aux méthodes systématisées, l'ABCDE, chacun trouve sa place plus rapidement. J'ai envie de dire, le travail qui sera intéressant, c'est de se dire, on fait de la pédagogie de découverte et on voit si la fluidité des actions est plus importante. Donc la réponse est oui, il y a des travaux qui sont sortis. Je parlais du travail de Thierry Sécheresse, il avait mesuré également la fluidité concernant le travail en équipe. Donc oui, il y a des travaux qui sont sortis. Est-ce que ça veut dire qu'après, le fait d'entraîner, entre guillemets,
ces équipes dans un service avec la place de chacun et de s'entraîner sur des scénarios différents, est-ce que c'est non ? Là, on va vous dire qu'on est d'accord avec vous. Je veux dire que l'idée d'entraînement après, avec des scénarios à complexité variable, mais avec des complexités réfléchies sur le plan de l'intention pédagogique. C'est-à-dire, c'est quoi mon intention quand je fais un scénario ? C'est quoi Oui, sauf que mon intention va varier en fonction de ce que savent mes apprenants. C'est là où c'est plus systématique. C'est de la contextualisation. Voilà. C'est pas du tout de la systématique. On n'est pas systématique. Je veux dire que si vos infirmières, finalement, elles savent super bien, enfin, je sais pas, il y en a 2 qui se placent mal et 3 qui se passent pas bien, l'important, c'est de savoir qu'est-ce qui fait qu'elles se placent pas bien et de mettre en place un certain nombre de scénarios qui leur permettent petit à petit de trouver leur place. C'est la différence entre nous. Mais... Une notion que moi, je voudrais développer un tout petit peu, c'est la rétention n'est pas un gage de transfert. C'est pas parce que je me souviens de ce qu'il faut faire 2 ans plus tard que je le ferai correctement 2 ans plus tard. Hein. Donc il ne faut pas assimiler le transfert à la rétention. Hein. Bien. Après ces échanges, y a-t-il des questions ? Ou presque, tous les arrêts cardiaques que j'ai vus ou presque, sont morts. Donc la question que je pose, c'est est-ce qu'on... Je parle dans le micro, mais c'est pareil. Ben oui, ah d'accord. Donc la question que je pose, c'est est-ce que la vraie question sur laquelle il faut se battre, c'est les arrêts cardiaques, ou est-ce qu'on parle de pédagogie de découverte pour les soins d'urgence en général, et donc d'analyse de situation, et donc d'action sur X situations d'urgence, où on acquiert une compétence. Dans les formations sur l'ACLS et l'ALS, il y a effectivement la partie arrêt cardiaque, mais on insiste beaucoup plus sur la reconnaissance des signes du péri-arrêt. Et donc c'est sur ça qu'on travaille, beaucoup plus en étant systématisé. C'est cette reconnaissance du patient grave qu'on n'aborde pas dans l'ABGSU ou difficilement. C'est la partie malaise, voilà, qui n'est pas systématisée du tout. Donc, dans cette partie ALS, on va faire traiter, c'est ce qu'on voyait A, B, C, D, E. Donc, on regarde les voies aériennes, on traite au niveau respiratoire, on met de l'oxygène, et c'est la partie la plus importante du cours. Voilà, ce n'est pas tant l'arrêt cardiaque. Et pour avoir une idée de l'efficacité de cette démarche, madame, je la mesure dans mon hôpital depuis 2009. Donc, lorsque nous arrivons, notre équipe d'urgence interne, parce que je ne veux plus qu'on utilise le mot l'équipe ARCA, d'accord ? Qu'on arrive sur quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, sa survie est de 16%. Oui, mais je la mesure, madame. J'enregistre. Et en péri-arrêt, madame, en péri-arrêt, elle est de 66%. Donc simplement, la prévention dans tout ce qu'on fait est très, très importante. Et maintenant, il faut l'extrapoler à l'extra-hospitalier. Ah, oui. Ça va? Je peux, Christine? Je peux? Bon. Je suis le docteur Etoundi, je dirige le service des urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Bon. J'ai été formé à Bordeaux et je suis rentré au Cameroun avec l'idée de la gestion des urgences à la française. Et quand je suis rentré au Cameroun, j'ai eu la chance après d'aller en Suisse, d'aller en Israël et tout. Et puis j'ai découvert ce concept de prise en charge des détresses vitales avec la notion de prioriser les détresses et puis de standardiser. Ces deux concepts-là, ces deux choses-là, prioriser et standardiser, quand j'ai eu vent de ces débats, j'avais peur que ça ne soit remis en cause. À vous entendre, je ne sais pas si ces deux concepts sont remis en cause de base, parce qu'à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous au Cameroun, ça nous va rendre service. Parce que nous avons l'impression que dans un pays comme le nôtre, où on découvre la médecine d'urgence, on est en train de jeter les bases. On est plus loin que le rapport Steck en France. On est encore en arrière. On a l'impression que si on arrive à apprendre à tout le monde à établir les mêmes priorités, et si on arrive à standardiser cela, nous allons former
très rapidement beaucoup de gens qui peuvent rapidement nous prendre ces choses-là en charge. On peut très rapidement savoir, comme ils savent tous faire la même chose, avec les mêmes médicaments, avec les mêmes matériels, on peut très vite savoir combien ça coûte. Et là, j'ai fait le calcul, j'ai su combien ça coûte et je peux dire, je vais te défendre là chez mon ministre, si vous me donnez tant, je peux vous assurer que les 2 premières heures des urgences, des détresses vitales seront prises en charge au Cameroun, si vous me donnez tant, parce que j'ai pu voir ce que ça coûte de standardiser et de prioriser. Je n'ai pas l'impression que ça a été remis en cause. Par contre, sur l'acquisition des savoir-faire, des savoir-être qu'il faut pour que j'arrive à standardiser et à prioriser, est-ce qu'il faut rester dogmatique comme on semble le dire avec l'ACLS, l'ATLS et tout, qui n'est même pas si dogmatique que ça? Parce que nous avons la notion d'équipe, nous avons le team leader qui prend du recul et qui peut adapter et qui peut réévaluer et donc qui découvre. Le team leader, c'est à ça qu'il sert. Et puis, vous avez parlé d'émotion. Ça enlève le côté personnel de la gestion de l'urgence. On n'est plus devant le réanimateur, le Zoro qui arrive, là, je sais tout, j'ai tout fait. Maintenant, on a une équipe. Et au niveau de l'émotion est mieux gérée puisque l'erreur, ce n'est plus une faute. Elle est assumée collectivement parce que vous avez appliqué ce qu'il fallait faire, ce que nous tous on a accepté de faire à ce moment-là. Il n'y a plus d'émotion parce que la gestion des situations de détresse exclut l'émotion. Puisque vous avez un chef d'équipe, vous avez une équipe formée, il n'y a plus, on réduit les émotions. Moi, je ne sais pas, mais peut-être que maintenant acquérir cela doit se faire par pédagogie de découverte. Ou alors, est-ce qu'il faut changer un tout petit peu? Moi, j'ai l'impression que cette vision manichéenne que vous avez voulu présenter de votre débat, en réalité, voilà, excusez-moi. Non, juste pour la présentation du débat, évidemment, comme tout débat, on essaye, vous savez, comme tout bon journaliste, on clive un peu les différences pour accentuer l'intérêt du débat. Il est évident que l'objectif n'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien, hein. Non, mais j'allais dire, Alain, que justement, on a travaillé ensemble et que quand on est venu chez vous travailler, c'était sur la médecine de catastrophe. Et que, bien évidemment, on a fait de la pédagogie de découverte. Je veux dire qu'il aurait été impensable qu'on arrive avec quelque chose de standardisé sur la médecine de catastrophe sans tenir compte du tout de qui vous étiez, comment vous travaillez, quels étaient vos liens, comment on allait faire l'alerte avec vous, etc. C'est là que alors on a parlé à CLS parce que voilà, c'était le débat. Toute la question, c'est quand même une certaine, à un moment, opposition entre quelque chose, un courant pédagogique qui est assez comportementaliste sur des comportements observables, alors que nous, ce qu'on dit, c'est que dans le cadre des soins d'urgence, dans le cadre des situations d'exception, tu dis, l'émotion, on n'en parle plus. Mais l'émotion, pardon de dire que je ne suis pas sûre qu'on n'en parle plus. Que de toute façon, cette émotion, on est même en train de travailler pour savoir ce qu'elle influe nos cognitions et nos modes comportementaux. On ne peut pas balayer d'un coup l'individu, je ne crois pas. Je crois que quand on travaille en équipe, on travaille ensemble, mais que chaque individu a sa propre émotion, sa propre cognition, et que c'est simplement le débat qu'on a entre nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'entraîner sur des patients à un moment qui sont peut-être standardisés. Ce n'est pas ce qu'on dit. Oui, c'est parce que je voulais répondre à là, parce qu'on a... Mais oui, non, mais puis surtout sur l'émotion, je ne peux pas laisser dire ça. Le soin n'exclut pas l'émotion. On est moins performant quand on réfute son émotion. Un travail qui est tout récent et sur des patients Alzheimer. Des patients Alzheimer qui ont du plaisir à jouer au bowling. Voilà. Ils ne se souviennent plus pourquoi ils ont un rendez-vous, mais ils se souviennent qu'ils ont un rendez-vous. Si tous les jours on leur donne, alors c'est un peu comportementaliste, mais en tout cas, ils se souviennent qu'ils ont un rendez-vous pour avoir du plaisir. Donc la mémoire, elle est directement liée à l'émotion, et vouloir réfuter l'émotion dans un apprentissage, c'est déjà faire fausse route. Juste de votre questionnement et de votre présentation, il faut savoir que la réponse qu'on peut apporter à une structure comme on peut rencontrer au Cameroun ne sera pas la même que chez nous. J'ai par bonheur été fin septembre avec la CAMEF au Cameroun faire la semaine du cœur et j'ai eu l'occasion de visiter l'hôpital universitaire de Douala
Et donc j'ai ouvert des yeux. Et donc là, effectivement, toute collaboration, je relève que ne peut s'appliquer que si on sait ce qu'il y a sur le terrain. Et donc il faut savoir à quoi on s'adresse. Et donc ça, c'est la découverte. Mais de votre côté, je comprends très bien votre message, c'est que vous avez peu d'argent. Pas d'argent. Hein, c'est 1000 CFA pour une consultation, c'est rien du tout. Et donc, en fait, il faut avec peu d'argent faire bien. Et donc, vous devez hyper sélectionner ce que vous faites. Et donc, effectivement, une approche systématique vous facilitera plus la vie qu'une approche de la découverte, sans dire qu'elle ne fait pas bien. Donc, je ne voudrais pas, parce qu'on est depuis 30 ans dans la découverte. Si jamais on a une guerre franco-belge, tout le monde, on serait très embêtés. D'autres questions? Nous, on se contente d'arrêter les Donc, oui, je ne sais pas si... D'accord, ok, très bien. Ok. Donc, je vais, donc Mohamed, infirmier au SMUR de Beauvais, donc CESU 60. Je voudrais, c'est pas une question, c'est une affirmation, et je voudrais aller dans le sens du docteur Amirati. Elle m'a pas payé, hein, pas de souci. Néanmoins... Néanmoins, ça fait donc maintenant depuis 1998 que je suis moniteur national des premiers secours. Depuis maintenant 5 ou 6 ans, j'ai goûté à la pédagogie par les découvertes, donc j'ai pas mal d'éléments de comparaison. Et je voudrais revenir essentiellement sur la part émotionnelle dans la pédagogie par la découverte que j'utilise depuis maintenant 5 ou 6 ans. C'est clair que je vois la différence. D'ailleurs, je l'utilise au cours de mes formations et je m'aperçois dans la valorisation des candidats par la découverte des gestes, dans le fait qu'ils sont capables de découvrir par eux-mêmes, qu'ils sont capables de le faire sans qu'il ait été une seule seconde avant de rentrer dans la salle. Donc déjà, ça c'est un point très important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que cette part émotionnelle, et je vais aller dans le sens de M. Paul, qui disait que c'est clair, le souvenir, pour qu'on se souvienne, il faut qu'il y ait une part émotionnelle. C'est-à-dire que l'émotion va ancrer le souvenir, et ce qui fait que le fait de refaire les gestes ou éventuellement le souvenir des gestes faits en formation va pouvoir faire en sorte que la rétention d'informations soit plus longue dans le temps. Voilà. Oui, simplement pour rappeler que donc on enseigne plein de choses hors arrêt cardiaque, pour dire que dans le cadre justement de cette chaîne de prévention dont parle ILCOR d'ailleurs, hein, concernant l'arrêt cardiaque maintenant, en disant l'arrêt cardiaque d'accord, mais il faut savoir l'anticiper et savoir quels sont les signes qui nous permettent de dire que le patient risque éventuellement d'avoir une détresse vitale et un arrêt cardiaque, ça fait complètement partie des objectifs de formation, complètement partie des objectifs de formation. Alors c'est pareil, les CESU ne font pas que de la FGSU, mais en tout cas, complètement partie de la formation dans le cas des gestes et soins d'urgence. Et ce qu'on dit de la même façon, c'est qu'en tenant compte des connaissances antérieures, on arrive à appuyer un certain nombre de connaissances sur la prévention, et qu'à l'inverse, il y a des méconnaissances ancrées qu'il convient de relever, en particulier dans les publics de professionnels de santé, parce qu'on pourrait vraisemblablement éviter un certain nombre d'arrêts cardiaques dans les hôpitaux en tout cas. Merci. D'autres questions? Merci. Oui, Pascal Bilbao des urgences de Strasbourg. Dans le cadre de la pathologie de la découverte sur une situation nouvelle, ok, mais avez-vous des données sur des situations connues, par exemple, dans le cadre d'une formation médicale continue? C'est-à-dire que les personnes connaissent la situation et viennent se reformer après X années et ainsi de suite. Et la découverte est-elle tout aussi valorisante? Avez-vous des données là-dessus? Sur ce sujet, en termes de DPC, la prise en compte des connaissances antérieures, alors ceux qui sont très en pointe là-dessus, soyons clairs, c'est les médecins généralistes et la formation continue en médecine générale. Et très très clairement, ça fait très longtemps qu'il n'est pas imaginable dans un EPU de ne pas prendre en compte des connaissances antérieures pour justement utiliser, revenir sur des méconnaissances ancrées et des connaissances justes. Et donc, s'il y a vraiment un moment
ou la découverte. Mais la découverte, on se met d'accord, c'est donc bien une résolution de problèmes ensemble avec une confrontation d'idées, des hypothèses, etc. Eh bien, vous avez toute chance, entre guillemets, de gagner au moment de vos formations continues, plutôt que d'arriver en faisant une démonstration d'experts face à des gens qui, du coup, pensent qu'on n'a pas utilisé leurs connaissances antérieures, parfois pensent d'ailleurs qu'on les prend un peu pour des neuneux, alors qu'ils ont une idée sur quelque chose. Et c'est cette idée qui nous intéresse. J'ai envie de dire, vos idées, vos erreurs nous intéressent, parce que c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et du coup, on n'arrive pas en magistère, en je te montre et tu fais derrière, mais en montre-moi et on va travailler ensemble pour arriver ensemble à la solution. Donc en formation continue, enfin en DPC, pour nous, et on a des exemples là-dessus. Et je vous dis, en médecine générale, ils veulent répondre. Non, Alors l'arc alpin a des médecins correspondants de SAMU, je pense que ça existe ailleurs, mais les médecins correspondants de SAMU sont souvent des médecins en station, des médecins isolés, donc c'est l'association des médecins de montagne. On travaille avec eux pratiquement exclusivement en méthode de la découverte, parce qu'ils sont justement dans la complexité des problèmes. Et donc quand ils font état, quand on commence à parler, on les voit chaque année, hein, on les voit lundi d'ailleurs, on fait état, par exemple, des dernières réanimations qu'ils ont eu à pratiquer. Quel était leur entourage? Est-ce qu'il y avait des pisteurs autour d'eux? Est-ce que c'est la secrétaire qui a été obligée de masser pendant... Et l'apport éventuel que peut faire le groupe, il est largement supérieur à tout ce que pourrait faire un éventuel formateur. Alors, les formateurs sont les gens des CESU, mais notre apport, il est minime, quoi. C'est juste de lancer les choses dans un rapport systématisé à la pédagogie. Donc simplement pour répondre, je me demande qu'est-ce qu'on fait de différent finalement. Nous avons une approche systématique, mais quand d'abord, première chose, pour voir des gens repasser très souvent entre mes mains pour des formations de tout niveau, je suis des fois effondré de voir comment ils parviennent à faire une démonstration initiale. Donc le besoin de recyclage est très important. La deuxième chose, lorsque on a un scénario et que le scénario est exécuté, il se termine toujours par des comment tu te sens, comment tu apprécies ta performance globale, qu'est-ce que tu as fait de bien, dis-moi deux choses que tu pourrais améliorer, puis on passe à l'équipe. Et je peux vous dire que le vécu de chacun sort à ce moment-là. Et donc je ne vois pas où je castre les gens qu'on forme. Mais simplement parce que j'ai 50 minutes pour une auteur de fin. C'est plus facile, c'est moins gourmand en énergie pour la part du formateur, c'est moins gourmand en moyens, en temps. On est d'accord. Ça c'est clair que si on a peu de temps, peu de moyens, c'est gourmand la pédagogie de la couverture. Je reviens. Montre-moi ton augmentation de survie. Il nous reste quelques minutes peut-être pour une question. Urgence, docteur. Ce sont les plus mauvais. Déjà, il a de la chance qu'ils viennent en formation. Bon, on ne leur dira rien, mais... Et ils ont un apprentissage très lent. Il y en a même un qui a réussi. Une dernière question? Non, vous voyez, il n'y a pas de boîtier de vote prévu. Je pense que chacun va réfléchir à ce qui a été présenté. Je retiens tout de même un point fort de ce qu'a présenté M. Moll, c'est la nécessité d'évaluation. Finalement, c'est un arbitre, c'est un peu le juge des dispositifs qu'on met en place, bien qu'on puisse tout de même discuter, parce que les objectifs de formation peuvent être multiples. Pas forcément d'atteindre des performances en termes de survie et de morbidité. Il y a aussi le partage des connaissances, il y a aussi la mobilisation des équipes, il y a aussi la mise en commun des pratiques. Je retiens ce que vous avez dit qui me semble intéressant, c'est-à-dire que la pédagogie de la découverte n'est pas contradictoire avec la structuration, et c'est sans doute une image véhiculée de la pédagogie de la découverte, oui. Voilà, ils sont gentils, viennent en espadrille, ils ont des pulls un peu dépareillés, vous savez, c'est Gaston Lagaffe, et tout le monde discute, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est sans doute une image véhiculée qui n'est pas totalement représentative. Je retiens tout de même que vous montrez que votre dispositif est très efficace.
il faut reconnaître ça. Peut-être dans un contexte particulier, c'est peut-être ça ce qu'on peut interpréter. Est-ce que c'est des publics... Oui, mais... Quand on en a à peine 5 ou 6. Je pense qu'une des interrogations aussi qu'on doit avoir avec ces différentes méthodes, c'est aussi le public auquel on s'adresse. Et je pense qu'il y a certains publics qui vont être plus ou moins réceptifs à l'une ou l'autre des méthodes. Voilà. Et pour conclure, alors je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Non, pas du tout. Vous avez dit une chose incroyable, que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Alors je suis désolé, ceci est totalement faux, c'est Strasbourg.